Quand on dit femme scientifique, on pense souvent à Marie Curie. Mais bon, faut pas se mentir, ça remonte un petit peu loin cette époque. Depuis le 19e siècle, la science a quand même pas mal avancé et de plus en plus de femmes y ont participé. Mais qui sont ces femmes qui font la science d'aujourd'hui ? Bienvenue dans À la sauce Curie. Je m'appelle Mélissa, j'ai 32 ans et je suis moi-même scientifique. À travers ce podcast, je souhaite te faire découvrir le monde de la science en donnant la parole à des femmes inconnues du grand public qui ont choisi de faire leur carrière dans le domaine des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, plus communément appelés les STEM. Épisode 4, Ondine. Ondine est ingénieure en génie civil. Plus précisément, elle construit des ponts. Bien installée dans notre canapé à Raleigh en Caroline du Nord, car à l'époque de cette discussion, nous étions colocs, on retrace ensemble son parcours. On parle de son goût pour les maths et la physique qui l'a amenée vers le génie civil, comment elle a surmonté ses premiers mois difficiles aux États-Unis et comment aujourd'hui elle arrive à s'imposer dans un monde encore assez macho, mais qui tend de plus en plus à s'ouvrir aux filles. Bonne écoute. Bonjour Ondine. Bonjour Mélissa. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va, on est bien tranquillement assises dans notre petit canapé. Tranquillement, exactement. Car en fait, Ondine est ma coloc, et donc j'ai la chance d'avoir une coloc qui construit des ponts. C'est ça ? C'est ça. C'est quoi ? C'est ingénieur ? Ingénieur en génie civil. Ça c'est en français, ouais, ça se dit comme ça. Ah oui, parce que donc on va dire, donc nous sommes aux États-Unis, nous sommes à Raleigh, et en fait, Ondine, t'as fait ton université ici, c'est ça ? Ouais, ça fait 6 ans que je suis ici. J'ai fait à la sortie du bac, en fait, je suis allée dans une école qui proposait de faire sous le système américain. Donc en fait, c'est un bachelor, c'est en 4 ans, et il y avait les 2 ans qui étaient en France, à Nice. Tout en anglais, les cours tout en anglais, et après les 2 dernières années, tu transfères dans une université américaine. Et donc je suis arrivée à NC State. Ok, et c'est donc ton école c'était à Nice, c'était après ton bac, t'as fait un bac S, ouais, c'est ça ? Ouais, c'est ça, un bac S. Et c'est quoi le nom de ton école ? Parce que c'est pas commun quand même d'avoir un parcours comme non, ça. c'est absolument pas commun du tout. Ça s'appelle Schema Bachelor. Avant, ça s'appelait CERAM Bachelor. Ouais, c'est une espèce d'école intégrée, mais ils avaient une conception de... Enfin, c'était un projet qui était assez spécial, quoi. J'avais jamais entendu parler d'une école qui faisait ça avant. Ok, donc ce qui fait que... Donc il y en a une à Nice. Ouais. Est-ce que tu sais s'il y en a d'autres ailleurs en France ? Ouais, il y en a une à Nice, il y en a une à Paris, et il y en a une... en fait, ils ont ouvert pas mal de campus depuis, donc il y en a une qui est en Chine, il y en a une qui est Tukuk, je sais plus exactement où est-ce qu'ils ont, mais je crois qu'ils ont 3 campus au total. Après vérification, ils ont 3 campus en France, Paris, Lille et Sophia Antipolis, et à l'international, il y en a un en Chine, un en Afrique du Sud, un au Brésil et un donc aux États-Unis. Mon programme, c'était vraiment une petite, c'était peut-être 10% de tout ce qu'ils font, parce qu'ils sont leur gros business, en gros, c'est une école de commerce. Donc ils ont un programme, je crois, je sais pas, je crois que c'est 3 ans, et justement tu fais une rotation dans tous ces campus, tu pars en Chine, en France. Je sais pas s'il y en a une qui est en Afrique, je sais plus du tout. D'accord, ok. Donc vraiment une école qui a visée internationale. Ouais, c'était leur démarche, c'était international pour devenir bilingue dessus et pour développer le côté de voyage, tout ça. Ok, et donc, mais par contre tu fais pas de commerce, donc toi c'était le côté ingénieur. Ouais. Ok, et il y a d'autres filières ingénieurs dans cette école ? Ah oui, il y avait déjà il y avait ingénieur aviation ou environnement, et après dans les ingénieurs il y a aerospace, civil engineering, mechanical, électrique, bioengineering. Je crois que c'est tout. Ah, c'est pas mal. Ok. C'est pas mal, ouais. Ok, donc, et qu'est-ce qui t'a poussé en fait à faire ingénierie civile ?
Pas grand-chose. Enfin, en fait, j'ai plus suivi les cours que j'aimais. Et c'est clair qu'au début, j'étais forte en maths et forte en sciences. Donc du coup, bac S, c'était sous le sens. Je voyais pas faire autre chose. Du coup, j'ai fait ça. Et après je suis donc, oui, ingénieur. Ça tombait un petit peu sous le sens parce que voilà, j'étais forte en maths, en sciences. Et j'étais toujours, alors pourquoi ça et comment ça marche et pourquoi pas ça. Et du coup... Après, civil engineering, c'est venu vraiment quand je suis arrivée dans cette école et qu'au début, c'était un petit peu, il te faut de la base engineering, donc les cours sont plus ou moins les mêmes pour tout le monde. Et après, c'est des cours un petit peu plus particuliers, genre civil engineering, genre statique ou dynamics, je sais pas comment on dit ça en français. Ouais, les dynamiques. Je sais pas. Tous ces cours-là, un petit peu de structure, de l'équilibre, le mouvement ou tout ça, et enfin ouais, même la physique. Moi, c'est vraiment les cours où je m'éclatais le plus dedans, et vraiment, c'est comme ça que je suis arrivée en civil engineering parce que j'ai suivi les cours que j'aimais. D'accord. Plutôt... Et donc en gros, tu as fait donc 2 ans en France, ouais. où là c'était côté tronc commun. Ouais. Les 2 premières années sont extrêmement générales et c'est tous les trucs de engineering, thermo, statics, tous les trucs. Ok. Et la spécialisation est venue quand tu es venue ici aux États-Unis. Ouais, plus que... Ouais, au début, c'était vraiment en général. Et la spécialisation, ouais, c'est prendre des cours de structure analysis ou... comment on appelle ça finite element, tu vas dans l'élément et dans les calculs de stress et de strain et de whatever. Ok. Mais ouais. Et donc, et donc tes cours, parce que j'étais en train de me poser la question, est-ce que la transition entre les cours en français et les cours en anglais a pas été trop difficile, mais tes cours en France étaient déjà en anglais, c'est ça ? Ouais, mes cours en France étaient déjà en anglais, mais même ça a été extrêmement difficile. Je pense que je me suis absolument pas rendu compte du boulot que ça me demanderait. Et même en France, mon niveau d'anglais à la base était vraiment mauvais, par rapport à mes potes de classe. Cette école, justement, te disait, même si ton niveau d'anglais est pourri en ce moment, on a un programme spécial. J'ai eu des cours en anglais en plus que d'autres personnes qui étaient meilleures en anglais que moi. Et dès le début, soi-disant, ils t'entraînaient vachement, quoi. Et après, dans l'école, c'est vrai qu'il y avait certains profs qui avaient un bon anglais, mais en gros, on était tous des Français. Et quand tu parles en français, quand tu parles en anglais avec un Français, déjà, il y a l'accent qui est complètement différent. Et après, j'avais par exemple un prof de maths qui, lui, directement disait, moi... l'anglais, excusez-moi, mais je vais essayer un petit peu parce qu'il y avait des internationaux dans nos classes. Donc, il y en avait certains qui parlaient que anglais, c'était leur langue, quoi. Et eux, ils avaient du mal parce que justement, ce prof-là, il partait en français. Dès que ça me demandait un petit peu plus d'explications, elle était bon, je la fais en français. Ah oui, ok. Après, il la faisait en anglais s'il y avait besoin d'eux. Si quelqu'un disait, bon, écoutez, moi, j'ai pas compris, vous devez me la faire en anglais parce que je comprends pas ce que vous dites. Mais c'était assez marrant de voir justement que même les professeurs en cours galéraient de temps en temps avec l'anglais. Ah ouais, donc programme international, mais avec des profs quasiment tous français. Ouais. Donc, il y en avait qui ont du mal et qui avaient du mal avec l'anglais eux-mêmes, quoi. Ouais, il y en avait qui se débrouillaient super bien, hein, mais il y en avait d'autres, tu entendais l'accent français de malade derrière. Donc c'était... Ouais. Pour les Anglais, c'est vrai que j'avais un ami qui était indien, mais donc qui parlait du coup que anglais et qui apprenait un peu le français sur le tas comme ça. Et c'était plus compliqué, mais après, après, il y avait une possibilité aussi d'aller voir le professeur et de te refaire et expliquer tout et n'importe quoi en 1 à 1. Donc, je veux dire, c'était un compromis, quoi. D'accord. Et donc, ce qui fait que quand t'es arrivée ici, la transition de l'anglais avec un accent français
Ah et ouais. l'anglais avec le vrai accent américain. Ah ouais, c'était... Comment ça s'est passé? Oh putain. En fait, ma première classe, je m'en souviendrai toute ma vie. Bon, je sais pas. Mais je suis arrivée en cours et on a... donc déjà, j'étais en retard parce que... bah, en Amérique, enfin, je me souviens qu'en France, moi, les cours, bon, ça commence à une certaine heure, mais 5-10 minutes plus tard, on commençait vraiment le cours. Enfin, c'était relax, quoi. Alors qu'en Amérique, ça commence direct. Et les étudiants arrivent en fait en avance pour ça. Et alors que moi, je suis arrivée pile poil à l'heure. La salle, elle était bondée déjà. Il y avait... Ouais, j'ai dû trouver une place. J'ai trouvé une place sur le dernier rang. Et en plus, les classes sont énormes par rapport aux classes françaises. Et, euh, et oui, et le professeur qui était vieux, tout devant, qui parle dans sa barbe, qui était en plus, c'était un des deans, donc il se faisait vachement reconnaître. Il y avait personne qui parlait dans la classe. Il y avait un silence plat, quoi. Et pourtant, je comprenais rien. Je comprenais rien à ce qu'il disait. Enfin, ouais, je me souviens, je demandais à mon voisin, mais on fait quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Donc c'était assez dur. Enfin, le début a été dur. C'était une phase d'adaptation qui était dure. Mais bon, après, ça, c'était un prof. Enfin, les autres, c'était plus ou moins ça. Mais lui, c'était vraiment dur. Combien de temps à peu près tu dis que tu te sentais à l'aise avec justement leur accent et les comprendre Moi, je dirais entre 3 et 6 mois, quoi, largement, parce qu'il y a vraiment eu une période... Enfin, après, voilà, je suis en ingénierie, donc ça allait, puisque c'est des équations au tableau à la fin. Hein. Je veux dire, une classe de littérature, ouais, j'aurais trop galéré. Mais après, une classe où c'est une équation et qu'il faut que tu comprennes l'équation, tu vas la regarder dans le bouquin, tu comprends, tu lis. Enfin, j'ai réussi à me rattraper énormément par rapport à ça, mais... il y a bien 3 à 6 mois où vraiment tu rentres chez toi, tu as un mal de tête insupportable. Et en fait, même je me souviens, j'avais envie de parler français, mais même si je parlais français, il n'y avait personne pour me comprendre. Et ça, c'est horrible. T'es frustré, t'arrives pas à communiquer ta frustration et ton seul moyen, c'est de parler français, mais les autres, ils te comprennent pas. Alors va expliquer ta frustration en anglais quand quand tu galères. parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres Français ou d'autres francophones dans ta promo. Vous Ouais, étiez combien dans la promo d'ailleurs? Ah ça c'est une bonne question. La promo Civil Engineering, je sais pas, on est peut-être 600, je sais pas. Enfin, on était... C'est un gros paquet. Ah NC State, c'est une grosse école. Hein. Enfin, honnêtement, aucune idée. Enfin, il faudrait que je regarde, c'est une bonne question. Mais c'était des têtes différentes, t'as pas spécialement les mêmes personnes avec toi en classe tout le temps, puisque tu choisis les cours que tu fais, il y en a qui font des stages en milieu, enfin ouais, j'ai aucune idée, mais je me souviens pas, c'était quoi ta question? Qu'il n'y avait pas d'autres francophones pour justement... En fait, oui, en cours, non, j'étais la seule française. Il y en avait plein qui me disaient « Ah, c'est la première fois que je vois une française. Oh, tiens !» D'accord, ok. Même s'il y avait un jumelage justement avec l'école française, ouais. il n'y en avait pas tant que ça en fait qui venaient aux non, États-Unis. parce que, en fait, dans mon programme plus ou moins, dans le côté ingénieur, on va dire, de mon école, on est 3 à être venus. Et il y en avait une en fait qui était en informatique et une autre qui était en biomedical engineering. D'accord. Donc déjà, elles étaient sur des campus. Enfin, le campus est grand, donc autour de moi, dans le bâtiment, on va dire, non, j'étais la seule française. Après, elles étaient sur d'autres campus qui étaient pas trop loin, quoi, qui étaient à un quart d'heure, 20 minutes. J'étais coloc avec une des nanas, du coup, ça c'était génial parce que le soir, juste, le besoin de parler français, quoi. C'était juste, j'arrive plus à parler en anglais, j'arrive pas à me faire comprendre par les gens autour de moi. Est-ce qu'on peut parler français ensemble? Je te raconte ma journée, enfin, quelque chose comme ça, quoi. Mais bon, après, voilà, c'était 3 à 6 mois.
Mais après voilà, enfin, de plus en plus, tu t'habitues. Il faut juste que ton oreille s'habitue. Je pense que de façon générale, j'étais pas vraiment bonne en langue à la base. Donc, j'étais bonne en sciences, mais pas en langue. Ouais, mais ça t'a pas empêché, justement, tu t'es pas dit ah ben parce que je suis en anglais, je vais pas pouvoir aller aux États-Unis, je fais pas ce parcours-là parce qu'ils demandent à être bilingue et je suis nulle en anglais, donc j'y vais pas. Ouais, Ça a pas été un frein du tout. Non. Bah, non, j'avais vraiment envie de partir et de partir de chez moi et de voir autre chose, de découvrir. L'Amérique, c'était la première fois que j'y allais, donc à aucun moment je me suis dit non, je le ferai pas. C'est euh, tant que t'as les notes et que ça passe, bah oui. Après, c'est vrai que il y a j'avais pas réalisé que ça m'aurait demandé autant de travail. Ou c'est juste, c'est pas spécialement le travail, c'est plus le côté intense, quoi. C'est que à aucun moment tu vas pouvoir revenir et parler français avec quelqu'un, quoi. C'était juste intensif sans arrêt. Il y a des moments où vraiment j'étais trop fatiguée. J'étais mais est-ce que ça peut pas s'arrêter? Et non, ça peut pas s'arrêter. Ouais, c'est le côté immersion totale où Ouais. t'avais pas Il y a pas de break. il y avait pas de support français un peu à Ouais. part ta coloc à la maison. Ouais. Mais sinon, vraiment, autour de toi, c'était que Ouais. en Et anglais puis, et le cerveau a du mal, quoi. ouais, voilà, c'est qu'il y a un rythme, il y a tout, enfin, il y a un rythme qui est assez intensif et t'es obligé, si tu veux y arriver, il faut que tu continues à parler avec les gens qui sont autour de toi, dans tes classes, tout ça. Donc, faut dépasser ce fait que ton cerveau te dit oh, j'en peux plus, je suis fatiguée. Voilà. Mais à part toi, donc qui était la seule française entre guillemets dans ta promo, est-ce qu'il y avait beaucoup d'internationaux? Il y avait beaucoup de... Ouais, pas mal. En fait, c'est marrant parce qu'il y avait beaucoup plus d'internationaux dans mon master, ça c'est clair. On était 50% internationaux au moins, quoi, dans les classes. Alors que c'est vrai que le bachelor, c'était beaucoup plus américain. Je pense 75% américain, même peut-être plus, 80%, dans les classes en tout cas. Mais par contre, c'est vrai que j'étais avec... Enfin, pas en cours, hein, mais en dehors, à NC State, il y avait une grosse communauté des internationaux. Et on avait pas mal d'événements ensemble, donc un bon groupe d'amis. Et encore une fois, ça aide juste de partager, ah ouais, j'en peux plus les cours, là, l'anglais sans arrêt. Même si tu dis à quelqu'un en anglais et que c'est, je sais pas, c'est un allemand, quoi. Mais au moins, il y a une espèce de compréhension. Ouais. Oui, du fait que l'anglais soit pas ta langue natale, Oui. et que c'est compliqué de parler dans une autre langue non-stop toute la journée. Ouais. Ok. Et alors maintenant, donc après ton bachelor aux États-Unis, c'était quoi tes possibilités? Qu'est-ce que tu as fait? Après mon bachelor aux États-Unis, en fait, quand j'ai décidé de partir aux États-Unis, dans ma tête, c'était juste 2 ans. Après, je rentre en France, je me trouve un boulot en France, puis voilà, quoi, c'est tout. Puis j'aurais eu mon petit délire d'être partie à l'étranger et d'être bilingue quand même. C'était le but. C'était l'objectif. Mais bon, donc après le bachelor, en fait, je me suis rendu compte en appliquant, en fait, j'ai appliqué pour des postes, même aux États-Unis. J'ai appliqué pour des postes aux États-Unis et je sais pas si j'ai vraiment appliqué en France. Je pense pas. En fait, je voulais plus retourner en France. Ça... D'accord. Après les 2 ans, en fait, t'aimais bien ta vie ici et tu te disais pourquoi pas prolonger l'aventure, quoi. Je sais pas. En fait, oh non, c'est pas ça. Ok, donc je voulais faire un master. Mais je voulais pas faire un master, pas spécialement rester à NC State. En fait, je voulais partir en Suède. Ok. Et du coup, j'ai appliqué et tout. J'ai fait mon application pour la Suède, tout ça. Et le truc je me suis fait avoir au dernier moment, plus ou moins, c'est que, je sais plus, dans l'application, il fallait un papier qui disait comme quoi t'avais gradué.
Et ben non, moi j'avais pas gradué, j'étais en train de graduer, genre 2-3 semaines plus tard, je graduais, quoi. Ah, tu veux dire, donc graduer, c'est avoir son diplôme. Ouais, avoir mon diplôme. Et appliquer, ça veut dire passer des interviews et Ouais, c'est monter un dossier pour avoir un entretien. Voilà. Et donc, en fait, fallait que tu aies fini ton diplôme Bah oui, pour pouvoir avoir un interview avec eux. Bah voilà, enfin en fait, c'était même pas l'étape de l'interview, enfin c'était tout en ligne. Et donc tu montais tout ton dossier que j'avais fait. Mais oui, apparemment, il manquait un papier comme quoi qui disait que j'allais graduer ou que j'avais déjà gradué, ce que je n'avais pas fait. Donc à cause de ça, mon application a été rejetée. Et c'est un petit peu ballot, quoi, parce que c'était... Parce que tu pouvais pas avoir justement ce papier, parce que l'option je vais être diplômée dans quelques semaines, il n'y avait pas cette option-là. Eh ben si, parce qu'il savait que j'allais être diplômée, mais je sais pas, l'application a été rejetée par rapport à ça. Et comme tout est sur Internet, c'est pas comme si j'avais eu énormément de feedback, enfin pas de réponse spécialement. Tu pouvais pas les contacter par un email en disant qu'est-ce qu'il vous faut pour... J'imagine que ouais, je me souviens plus exactement. J'imagine que oui, j'ai contacté les personnes, mais en fait c'est ça, en gros... C'était où je réappliquais l'année d'après et du coup j'avais le diplôme et j'avais ce fameux papier. Mais dans ce cas-là, j'attendais 6 mois, quoi. Enfin, j'avais 6 mois de trou et dans ma tête, c'était hors de question. Enfin, je n'allais pas perdre comme ça 6 mois. C'était un petit peu débile. Je pense que, ouais, c'était... c'est une histoire qui est un petit peu balotte, mais bon, en gros, du coup, je l'ai su à temps et du coup, j'ai appliqué pour un master direct à NC State, puisque j'étais déjà là. Je suis allée voir le directeur parce que ça aussi, c'était une histoire parce que c'était l'application pour les masters à NC State était finie à ce moment-là. Je l'avais pas commencé, absolument pas, puisque je pensais partir. Et oui, donc c'était plus ou moins fini. Par contre, ça faisait 2 ans que j'étais là. J'avais déjà eu en cours, un de mes professeurs était le dean de Civil Engineering, donc il me connaissait. C'est pas comme si il savait pas d'où je venais, quoi. Et du coup, je me souviens, j'étais allée dans son bureau, je lui avais expliqué, j'ai été écoutée. Ouais, comme quoi, est-ce que c'est pas trop tard pour faire une application et pour commencer mon master à NC State. Du coup, ça s'est déroulé comme ça et c'était un petit peu une histoire de fou parce que je me souviens, c'était le moment où il y avait la graduation. Mes parents arrivaient, ils venaient pour 2 semaines, justement pour la graduation. On partait... La cérémonie de remise des diplômes. Ouais. Je devais changer de où j'habitais. Je partais quelque part autre. Il fallait que je trouve un logement parce qu'en gros, j'avais plus de logement 2 semaines plus tard. Et en même temps, du coup, il fallait faire cette application pour NC State. Et eux, ils demandaient un score, enfin un résultat pour le TOEIC, qui est un examen d'anglais. Et qu'est-ce qu'ils demandaient d'autre ? Ouais, je crois que c'était ça, c'est tout. Non. Alors, pour arriver en grad school de façon générale aux États-Unis, il y a un autre examen à passer qui s'appelle... Il y a le TOEIC et le MMAT, ou je sais plus trop comment ça s'appelle. Aucune idée, en fait. Mais bref, ils voulaient aussi me le faire passer. Qui évalue aussi ton niveau d'anglais ou qui évalue quoi ? C'est plus une évaluation du niveau d'anglais en général, ouais. D'accord, donc... En plus, parce que le TOEIC, c'est déjà ce que c'est. Ouais, TOEIC, TOEFL, c'était ça. Oui, je sais pas. C'est un examen assez basique que tu dois passer pour arriver en grad school. Ok. Mais bon, enfin, la même, quoi. Je suis allée voir mon professeur. Je leur ai dit, voilà, vous me connaissez, vous connaissez mon niveau d'anglais. Je suis en train de parler en anglais avec vous, là, en ce moment. Enfin, vous... et j'ai pas le temps de passer cet examen. Est-ce que vous pouvez me faire passer quand même ? Et à la fin, ça s'est arrivé à ce qu'ils ils ont un comité, donc tout le comité s'est retrouvé. Mais d'un autre côté, le comité, c'est aussi des profs de NC State. Et donc, peut-être que la moitié dans le comité, je les avais déjà eu en cours. Donc, ils m'ont aussi... ils me connaissaient, quoi.
Et bah, du coup, après, j'ai été acceptée avec condition à NC State. Mais Ok. c'était... Et c'était quoi les C'était conditions? rock'n'roll. J'imagine, ouais. Les conditions, bah, comme du coup, j'avais pas spécialement passé cet examen de TOEFL, tout ça. Dès le début, ils m'ont dit bon bah, on connaît ton dossier, ok, donc on te prend. Par contre, il va falloir que au prochain semestre, on regarde tes notes. Si elle passe pas, si t'as pas un 3 de GPA, je crois que c'était ça, un 3 de GPA, 3 sur 4, bah, tu te fais recaler, quoi. Donc Voilà, bye bye. GPA, c'est le score général, c'est ta moyenne générale en fait suite à tes examens. Ouais, Et en fait, le maximum c'est 4. ouais, Et au-dessus de 3, faut que tu t'es dans le top quoi. ouais. De toute façon, de façon générale, en grad school, si t'as pas 3, tu gradues pas. Au bachelor, il faut avoir 2, donc il faut avoir la moyenne. D'accord. Mais grad school, c'est beaucoup plus haut. Donc grad assez, school, c'était ton master, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, désolée. Oui, non, c'est... J'essaye de... Enfin, je commence à être habituée au système, mais j'avoue que j'ai du mal encore un peu à voir les équivalences avec la France, etc. Donc Ouais, c'est sûr. Mais Ok. Et donc, tu as eu tes notes au-dessus de 3 pour le premier semestre, et donc tu as pu continuer, c'est ça? ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, je crois que j'étais raccro quand même. Hein. Ça passait juste, Oui. mais ça passe. C'est passé juste, mais c'est passé. Parfait, c'est l'important. Ouais, mais bon, c'était dur. Hein. Le premier semestre c'était assez stressant par rapport à ça. Ok. Donc, t'as ton master, Ouais. et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah après, là, c'était beaucoup plus facile en fait parce que quand j'ai appliqué pour un boulot après le bachelor, bah, ils te disaient internationaux. En fait, ils voulaient pas vraiment prendre les internationaux. En fait, quand tu appliques pour un boulot aux États-Unis, il faut que la compagnie va te sponsoriser. Elle va te sponsoriser pour le H1B, qui est un visa. permis un visa de travail pendant 3 ans. Et derrière, l'idéal, c'est d'avoir la green card. Et tout ça, ça coûte des sous. Donc les compagnies sont très... elles vont pas prendre n'importe qui. Ouais. Et donc ça, c'était la réponse de pratiquement toutes les compagnies après le bachelor. C'est pour ça que je suis partie sur une idée de master direct derrière, parce que je me suis dit, bon, bah, je vais pas trouver de boulot. Et par contre, ouais, après le master, dès que tu as ton master, franchement, là, au contraire, les compagnies, elles se battent pour toi, C'est vrai? largement. D'accord. Même si tu es un international, même si ils doivent te sponsoriser pour ton visa de travail. Là, une fois que tu as ton master, ils veulent bien, quoi. Bah, le fait que j'étais une fille en civil engineering, il n'y en a pas beaucoup. Alors là, ça a pris le devant, je pense. Et puis, NC State est une très bonne université quand même. Oui. Donc, un master de chez eux, ça en jette. Hein. Oui, surtout en ingénieur. Ils sont spécialisés dans l'agro et l'agriculture et l'ingénierie. En civil engineering, c'est une des meilleures écoles que tu peux trouver aux États-Unis. Ok. Donc, non, j'ai eu aucun souci pour trouver un boulot après le master. J'avais réussi à avoir 3 offres de 3 compagnies qui est autour de moi. Je m'étais vraiment bien démerdée, quoi. Et du coup, bah oui, c'était... j'avais eu pas mal d'interviews aussi. C'était quand j'ai eu l'interview avec ma compagnie en ce moment, je pensais en fait, en allant à l'interview, je pensais que c'était une compagnie qui ne prenait aucun étudiant international parce que même si de façon générale j'arrivais à avoir facilement des interviews, après quand ils me voyaient, ils disaient ah bon, vous êtes international, vous venez, vous n'êtes pas américaine, quoi. Voilà, est-ce que vous allez avoir besoin d'un sponsor, tout ça. Et là quand même c'est très compliqué de trouver une compagnie qui va dire ben voilà, on vous sponsorise. Mais ma compagnie ma compagnie, en fait, je pensais que justement, ils prenaient pas d'internationaux.
Et 10 minutes, 20 minutes dans l'interview, tout ça, mon patron qui dit oui, et de toute façon, on sait que tu es international, mais il n'y a pas de souci, on te sponsorise, tout ça et tout. Et quand j'ai entendu ça, j'étais waouh. Alors attendez, ça change la donne là. Oui. Attendez, on va refaire l'interview et je vais être vraiment sérieuse avec vous. Mais ouais, ça avait carrément changé la donne. Parce qu'à la base, j'étais allée à l'interview en me disant bon, ben voilà, ils te prendront pas, mais au moins tu vas t'entraîner et tu vas améliorer un petit peu la façon dont tu te présentes et tout ça, quoi. Mm-hmm. Ouais, t'y allais comme si c'était un entraînement en fait d'entretien. Ah oui, complètement. Et au final, en fait, il s'avère que c'était ton futur patron. Voilà. C'était pas mal. Et donc, ça fait 2 ans que t'es chez eux maintenant, c'est ça ? Ça fait 3 ans, 3 ans et demi même, ouais. Ok. Ah oui, parce que attends, t'as fait 2 ans de bachelor. Ouais. Ton master. 1 an et demi de master. 1 an et demi de master, et donc maintenant 3 ans et demi. Ouais, avec eux. Dans ta boîte. Ouais. Ok. Et comment que ça se passe alors dans ta boîte ? Ah bah c'est génial. C'est quoi alors c'est quoi vraiment ton métier ? Qu'est-ce que tu fais maintenant actuellement ? Eh ben, on fait des ponts. Donc je bosse dans une boîte qui fait... on est une grosse boîte de transportation. Donc je sais pas, un gros projet, refaire... le highway ou enfin l'autoroute, des trucs comme ça. Donc à chaque fois que tu passes par un cours d'eau ou à chaque fois que tu passes sur une autre route, il te faut un pont, bien sûr. Mm-hmm. Et donc nous, notre groupe à Raleigh, on fait ça, c'est le groupe de structure. Et donc voilà, il faut aller gagner les projets. Il y a NCDOT, c'est North Carolina Department de transportation. Ils mettent des projets, tu as la description du projet, où est-ce que ça va être, la longueur, la date à laquelle ils veulent le projet complet, la façon dont ils veulent T'as 2 sortes de façons. C'est où ils disent directement, ils mettent un projet sur le marché, et ils disent bon voilà, vous allez vous mettre en partenariat avec une compagnie de construction et vous allez me trouver la meilleure façon, la façon la moins chère, la plus rapide et le meilleur design pour construire mon projet. Et dans ce cas-là, notre compagnie va travailler avec une autre compagnie qui fait la construction, et donc on va monter le projet ensemble. D'accord. Ou NCDOT dit bon là par contre nous on veut juste les plans. On veut juste les plans pour savoir comment est-ce qu'on va faire ce projet-là, mais plus tard on choisira nous la compagnie qui va le construire. Donc vous nous faites les plans. Vous nous faites, voilà, pareil, il faut que ce soit le moins cher, le plus rapide à construire, et il y a toujours des deadlines. Mm-hmm. Et après, eux, dès qu'ils ont nos plans, ils le remettent sur le marché, et là, il y a des compagnies de construction qui vont regarder les plans, tout ça, et qui vont dire, ouais, nous, on le fera pour tant. Okay. Et après, ils se font sélectionner par NCDOT, quoi. D'accord. Donc toi, t'es du côté, on fait les plans ? Ouais. Ok. Et comment ça se passe alors ? T'as des projets à toi ? Vous travaillez en équipe ? C'est ça ? Ouais, de façon générale, il y a des projets qui sont qui sont à toi. T'as ton projet, mais tu n'es jamais tout seul sur un projet. C'est pas possible. On est toujours par pair, et donc il y a toujours un ingénieur qui fait le design, qui fait tous les calculs, tout ça. Et il y a le second qui fait qui va vérifier tout ce que tu fais, qui va repasser derrière toi, qui va te dire pourquoi tu as choisi ça, et là qu'est-ce que tu as fait, et là pourquoi tu n'as pas fait ça. Enfin voilà. Donc c'est la façon dont on travaille dans mon bureau. Ok. Et donc oui, le côté on en parlait tout à l'heure, qu'il y a très peu de filles et qu'au final tu es un peu une perle rare dans le milieu
dans le génie civil. Comment que ça se passe au bureau, enfin dans ta boîte, niveau filles, il y a combien à peu près de pourcentage? Pourcentage, je sais pas. C'est vrai qu'ils recrutent énormément de nanas, hein. Par exemple, en environnement, dans le groupe marketing, c'est des nanas. Enfin, ils essaient, ça se voit qu'ils font un effort à recruter des nanas. Mais niveau pourcentage, 15-20%, ce qui est pas mal, je pense. Vous êtes Hein, combien non. dans la boîte? Putain. C'est une grosse boîte? Je sais pas, on est combien? On doit être 200. Ah oui, d'accord. Okay. À Raleigh, on est pas mal. Ok. Après, dans le groupe de structure pur et dur, dans ce moment, je suis la seule nana. Ok. Et comment que ça se passe alors, le fait d'être une nana justement dans un monde de mecs, même s'ils essayent de recruter plus de filles pour justement avoir un peu cette parité, je suppose. Enfin, je suppose que non, ça. c'est ça, bien sûr. Enfin, les compagnies maintenant, il faut que, surtout les compagnies d'engineering, s'ils peuvent se vanter qu'ils ont plus de nanas, ils se régalent là-dessus. Mais quand je suis arrivée, déjà, il y avait une autre nana qui était là depuis 15 ans, qui était internationale aussi. Et du coup, c'est vrai qu'elle m'a énormément... Enfin, elle m'a aidée, ouais, parce que une fois que tu connais les gens, une fois que t'as passé des moments avec eux, il n'y a pas de souci. Enfin, je m'en fiche. Dans ma tête, je m'en fiche que tu sois un mec ou une nana. Enfin, il n'y a aucune... Je fais pas de différence. Après, c'est vrai que quand c'est des personnes que tu connais pas et que tu connais pas spécialement leurs réactions, c'est dur, c'est vachement dur les mecs de façon générale sont plus j'ai envie de dire moins souriants, mais ils sont plus dans leur je sais pas en fait comment le décrire, mais ils mettent moins d'efforts dans le côté relationnel. Oui, voilà, bien sûr, voilà, les nanas sont beaucoup plus relationnelles, voilà, c'est ça. Alors que les mecs ne font aucun effort. Dans ta boîte, oui, il y en a certains qui font des efforts, mais c'est beaucoup moins naturel. Voilà, c'est pas naturel. Donc, c'est vrai que d'avoir une autre nana qui était avec moi, c'était plus naturel d'aller vers elle. C'était plus naturel quand j'avais des questions et que je me disais, pétard, c'est fou que je connaisse pas ça, comment est-ce que je vais faire? Là, c'était plus facile d'aller vers elle que beaucoup d'autres. Mais après, c'est vrai que après tu connais les gens, tu commences à créer des affinités. Et c'est vrai que maintenant, c'est plus du tout pareil. Enfin, elle est partie il y a 3-4 mois de ça maintenant. Et au début, je pensais que ça allait être horrible. Mais alors, pas du tout, franchement. Non. Enfin, c'est... Donc, il n'y a pas de... Ouais, donc être entouré de mecs, t'as pas eu de... Ça dépend, hein. Il y a des moments, c'est un monde qui est un peu aussi macho, où il faut que tu montres que tu as de l'autorité et que tu sais gérer ton projet et que tu sais exactement de quoi tu veux, tu sais de quoi tu veux parler. Donc c'est vrai que de temps en temps, il y a un petit peu des combats de coq et moi ça m'énerve. Enfin, c'est un truc que j'évite plus ou moins. Mais... ouais, c'est juste un moment, même s'il y a un mec qui vient et qui fait un combat de coq avec moi, on va reprendre les bases et je vais lui dire, voilà, tu penses ça, moi je vais le montrer par A plus B que non, c'est moi qui ai raison et lâche-moi et arrête avec ton combat de coq parce que il y a une façon de dire les choses et de temps en temps, il y en a certains juste en pensant je vais monter la voix ou je suis plus grand qu'elle, je suis plus fort, je te regarde de haut, tout ça, donc c'est moi qui ai raison. Ces personnes-là, tu vas les prendre, tu vas revenir aux bases avec eux et tu vas leur dire tu penses ça, on va s'expliquer alors pourquoi. Enfin, si, il y a des moments où il faut quand même... Ouais. Je fais pas le combat de coq parce que c'est pas quelque chose que je me vois absolument pas faire ce genre de truc, mais si tu veux vraiment m'embêter et plus ou moins tu veux faire un combat de coq avec moi, je vais te prouver par A plus B que non, c'est moi qui ai raison et que tu peux lâcher l'affaire. Donc t'as quand même un peu ce sentiment de parce que t'es une femme, il y en a, ils vont profiter un peu plus facilement du fait de
forcer la voix, Oui, se oui, faire un oui, peu non, plus bien imposant sûr. pour... D'accord. Et après, enfin, j'ai beaucoup de chance, je pense, parce que mon patron est... je pense que mon patron fait gaffe par rapport à ça. Et je sais que je peux... Même s'il y en a un qui essaie de faire son combat de coq, ça va pas passer, quoi. À la fin... Ah ouais, à la fin, enfin, on est tous des humains, mais on sait tous s'expliquer. Et... euh, il y a des petits... enfin, je pense à des moments où on a eu un petit peu des combats de coq, mais... Ouais, à la fin de la journée, tu mets les papiers par terre et c'est bon, bah voilà, enfin, Oui. On- t'arrives à apaiser les choses, quoi. Ok. Bon, c'est plutôt cool. On va revenir un peu en arrière, même beaucoup en arrière. Tu disais que tu avais choisi Bac S, tout ça, parce que tu étais forte en maths, forte en sciences, etc. Mhm. Mais qu'est-ce qui a fait que tu avais un intérêt quand même pour la science en général? Et quand tu étais petite, qu'est-ce qui faisait que Moi, la science, t'aimais ça me ça? parlait. C'est... euh, Au plus loin que tu peux te souvenir, depuis quand en fait tu te rappelles que les sciences, moi, t'aimes depuis le ça? début, enfin... euh, les maths, j'étais énormément attirée par les maths quand j'étais petite. Et les maths, pour moi, ça me parlait. C'était... j'étais en cours, tu m'apprenais des trucs, j'étais ah bah ouais non c'est normal, ouais complètement, je suis tout à fait d'accord, allez 100%. Allez, next, on passe à autre chose. Apprenez-moi Ouais, autre chose. ouais, j'avais un prof de maths qui était un peu, enfin il était mais ondine, il était marrant par rapport à ça parce que c'est toujours été beaucoup plus facile que le reste en fait. Ok. Et donc, du fait que c'était facile pour toi, en fait, t'aimais ça et t'as voulu continuer là-dedans. Ouais C'est c'était simplement par intéressant, facilité, quoi. oui facilité, bah j'aurais été bête de pas l'apprendre. Effectivement. Mais Euh, c'est... Enfin, parce qu'il y en a, ils peuvent... il y a des personnes qui peuvent être... comment dire douées dans quelque chose, mais pas spécialement aimer ça. Tu vois, il peut y avoir ce... Ouais, non, ça m'a toujours T'aimais aussi vraiment intéressé. les maths, quoi. Ouais, pas spécialement la bio, mais les maths et la physique, c'était quelque chose qui me parlait vraiment. Je trouvais ça passionnant, enfin passionnant, ouais. Mais ouais, c'était ce qui m'intéressait. J'étais captivée par ça, quoi. Donc, Et donc, t'as découvert ça une fois à l'école ou même, tu penses, dans ton éducation, il y a eu quelque chose qui faisait que ah non, depuis le début, t'allais... enfin toute petite, hein, même en collège, école, tout ça, enfin les cours de maths c'était génial, maths physique, alors que le reste, histoire, bon, c'était chiant, Ouais. c'était... Et est-ce que t'as eu des modèles au cours de ton parcours qui t'ont poussé en fait à continuer dans cette voie-là? Euh, modèle, je sais pas trop. Enfin, des Enfin, gens qui t'ont inspiré, que t'es connu ou pas connu, tu vois, que c'est quelqu'un que t'as entendu l'histoire. ouais. Bah, oui, quand même, il y en a eu un qui est arrivé bah, au moment où je faisais mon master. C'était un professionnel. C'est un ingénieur hein, qui a été vraiment mon mentor. Il, C'était l'oncle d'un mec que j'avais connu à une soirée et que je lui disais bon bah voilà je suis en civil engineering et j'allais faire une compétition avec des ponts et donc je parlais de ponts et il disait ah ben c'est génial et tout parce que moi mon oncle justement il construit des ponts et c'est un monsieur en fait qui vit en Floride mais qui était là qui allait venir en Caroline du Nord. Bah, il est allé à NC State aussi et donc je crois que je sais pas il devait visiter de la famille ouais sûrement et c'est vrai qu'il m'a vachement managé, il m'a vachement aidé par rapport à choisir mes cours pendant mon master. On avait mangé ensemble un midi ensemble
à côté de l'université et on avait énormément parlé. Bon, bah alors, qu'est-ce que vous faites dans votre vie de tous les jours pourquoi est-ce que vous avez... Parce que la grande question quand j'ai fait mon master, c'était est-ce que je voulais faire des ponts ou est-ce que je voulais faire des bâtiments, donc les dessins, tout ça, mais en gros, c'est la structure verticale ou horizontale. Mhm. Et donc lui, il était dans les ponts, donc il faisait horizontal. Et ouais, donc ce gars-là m'a énormément aidé pour mon résumé, juste à me décrire ce qu'il faisait de façon tous les jours. C'était captivant, ça m'a ouais, j'avais du mal à visionner un petit peu qu'est-ce que je pouvais faire après mon master. Et en fait, bon, bah ok, t'es civil engineering, mais qu'est-ce que tu fais avec ça, quoi. Enfin, j'avais du mal à visionner ce que pourrait être ma vie plus tard. Mhm. Et le fait d'avoir parlé avec lui, après, pendant 1 an, tout ça, on s'est échangé des emails. Il était vraiment derrière à m'aider et à répondre à n'importe quelle de mes questions. Et du coup... C'était un modèle, oui. C'était un modèle dans le sens, j'étais waouh, il est trop génial. C'est un peu lui aussi qui t'a aidé à choisir justement entre bâtiment et pont, peut-être Oui, aussi. oui, du coup, parce qu'en fait, je n'avais pas vraiment d'idée. Enfin, j'aimais la structure, c'est vrai, mais euh, c'était un petit peu compliqué de savoir qu'est-ce que ça pourrait être ma vie si si je me faisais embaucher dans une boîte qui faisait des bâtiments, comparé à qu'est-ce que ça pourrait être si je faisais des ponts, tout simplement. Et donc, dans un futur plus ou moins proche, tu te vois donc toujours à construire des ponts. En fait, tu voudrais pas switcher sur du bâtiment ou switcher sur autre chose. Ouais, non, enfin, c'est vrai que dans mes amis qui ont fait le master avec moi, tous sauf un, ils sont tous partis sur les bâtiments. Et donc, c'est vrai qu'on se voit pas vraiment très régulièrement, mais quand on se voit, c'est bien. Et on parle de notre boulot, de comment ça se passe et tout. Et je suis bien contente d'avoir choisi les ponts. D'accord, donc pour l'instant, les ponts, Ouais, non, c'est ce ça te que convient. j'aime pour l'instant. Puis, on verra plus tard, mais... Ok. Et tu te vois... parce que donc, je sais que tu as eu la green card récemment, mais est-ce que tu te vois donc, rester ici aux États-Unis ou est-ce que tu te vois bouger ailleurs dans le monde, revenir en France, je sais pas. Ouais, c'est la grande question. Ouais. Je me vois rester aux États-Unis. Oui, c'est vrai qu'à la base, je voulais vraiment faire un boulot international, donc voyager en même temps, ce qui est un petit peu utopique, j'imagine. Après, c'est vrai que j'aimerais peut-être bien bouger dans une compagnie qui est encore plus grosse, à voir. Mhm. Juste pour être sur des projets plus importants, ramener un petit peu le côté voyage dans l'équation. Euh, mais vraiment, enfin, je suis encore jeune, hein, et plus j'apprends, mieux c'est. Enfin, tant que pour l'instant, la compagnie dans laquelle je suis est bien et que je continue à me développer et à apprendre et à avoir des nouveaux projets, pour l'instant, ça me va. Donc, Ouais. je me vois pas bouger incessamment sous peu, non. En gros, donc ouais, en fait, c'est les critères que toi tu as pour rester dans une boîte, pour t'épanouir dans ton travail. Mhm. C'est vraiment apprendre tout le temps sur des nouveaux projets, Ouais. voir des nouvelles choses et au moment où tu te fais chier, en fait, c'est à ce moment-là où tu penseras peut-être à changer de boîte, quoi. Ouais, En gros, toi, largement. apprendre au quotidien, c'est vraiment un truc Ah oui, oui, qui te moi, motive. enfin, oui, j'adore apprendre de façon générale, mais même, enfin, faire les mêmes choses over et over, non, ça me dit rien. Mais avoir un nouveau problème et trouver la solution ou repartir sur les bases, bon, alors comment ça marche, tout ça, Ouais. je me régale. Ok. Et donc on l'a évoqué un peu tout à l'heure au niveau des difficultés que tu as rencontrées pendant ton parcours. Donc tu as eu le côté anglais. Mhm. Est-ce que tu as eu d'autres
difficultés pendant que ce soit ton travail actuel ou que ça a été pendant justement toutes tes études La difficulté, c'était quand même d'être sans arrêt avec des mecs, en fait. Et t'es ado, tout ça. Enfin, t'es ado, t'es un petit peu plus qu'ado à ce moment-là. Préadulte. Voilà, préadulte. Et la relation avec les mecs, je vais bosser avec toi, mais le côté un petit peu foufou américain où il y en a plein qui ont des relations qui essayent de te choper plus que ça, voilà. C'est vrai que ça c'était dur pendant à un moment j'étais à un point où je bossais qu'avec des mecs qui étaient vieux, mariés. Ah oui, au moins je me posais pas la question. Ah oui, parce que donc dès qu'il y avait des travails de groupe avec donc d'autres mecs, puisqu'il y avait très peu de nanas dans ta promo, ouais. Tout de suite il y avait quand même, assez rapidement il y avait ce côté ouais, la française, est-ce que je vais me la pécho? Ouais. Ah oui, ok. Largement. Ok, d'accord. Et donc oui, forcément. Mais tu crois que c'est le fait que tu sois française, ça a aidé encore plus à ce genre de comportement? Parce qu'il y a tout le monde qui te le dit, mais l'accent, so exotique, so... Alors là, non, mais... Ok. Dernière question. Si tu devais donner un ou quelques conseils à une petite fille ou une ado qui veut se lancer dans la science, et donc particulièrement dans le génie civil en ce qui te concerne, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Juste que même quand ça a l'air trop compliqué, si tu peux le faire. Rien n'est trop compliqué, rien n'est pas assez accessible. C'est vrai que même quand tu as quelque chose qui est super compliqué, que tu sais même pas, t'arrives même pas à voir la fin, que t'arrives même pas à savoir où est-ce que ça va te mener, et juste commence par la première étape, le premier pas, le premier... Même pas besoin de faire un schéma, même pas besoin, mais juste la première chose dont tu as besoin pour commencer, pour démarrer, je pense. Ouais, moi j'aurais voulu qu'on me dise voilà, t'as l'impression que c'est impossible, non, continue, vas-y, quelque chose comme ça. Mais dans ce cas-là, quoi faire pour garder sa motivation, justement? Comment toi t'as fait pour rester motivé, même si tu pensais que c'était... Être très têtu. Avoir confiance en soi-même. Et sûrement vraiment être très têtu, à ne rien lâcher. Moi j'étais très déterminée. Et oui, juste avoir aussi cette espèce de capacité à se dire... même si j'arrive pas à comprendre exactement la solution, qu'est-ce que je pourrais faire pour un petit peu déblayer, ou qu'est-ce que je peux enlever dans l'équation qui va faire que ça va être plus facile, ou vraiment finalement ça peut être simple, donc on va partir d'une idée qui est beaucoup plus simple et on va un petit peu ajouter la difficulté un petit peu par là, et cette difficulté là je sais que je peux faire ça pour l'éviter, et l'autre difficulté là je peux faire ça, essayer de dans ma tête en tout cas, c'est tu désassembles tout quoi à la fin, t'as peut-être quelque chose qui est devant toi en ce moment, mais tu peux l'exploser, tu peux le décortiquer et tu peux tirer sur n'importe quel fil qu'il te faut. Et ne pas se décourager parce que ouais, ok, tu t'es trompé, voilà, tu recommences et tu sais que tu dois pas faire ça. Pas refaire 2 fois la même erreur. C'est que des trucs qui sont assez simples et basiques, mais en gros, il faut juste être déterminé à rien lâcher. Ça prend sur soi aussi, hein, ça prend énormément sur soi, mais c'est... En gros, tu n'arriveras jamais à tes limites si tu ne vas pas les pousser aussi. Donc même si tu trouves ta limite, vas-y, pousse-la. Très belle phrase de conclusion.
Merci beaucoup, Ondine. Merci Mélissa. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, et encore merci à Ondine pour son sourire et sa confiance. Si toi aussi tu as apprécié cette discussion, n'hésite pas à t'abonner sur ton appli de podcast pour ne rien rater des prochains épisodes. Pour m'aider à faire connaître le podcast, tu as plein d'options. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou iTunes, le mieux c'est de mettre plein d'étoiles, de préférence 5, et de me laisser un commentaire sympa, ça aide vraiment. Pour les autres, pas de soucis. Le podcast est aussi sur Podcast Addict, Spotify ou Castbox. Abonne-toi et laisse un commentaire. Tu peux également le retrouver sur YouTube. Mais ce qui marche le mieux, c'est surtout d'en parler autour de toi et de partager. Je compte sur toi. Pour ne rien rater de l'actu du podcast, À la Sauce Curry a un site internet du même nom, alasaucecurry.com, tout attaché, et est bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Insta. N'hésite pas à me suivre. Et enfin, si toi aussi tu veux participer et venir me raconter ton parcours scientifique, tu peux m'envoyer un email à lasaucecurry@gmail.com. Je serai ravie de te répondre. Tous les liens sont dans la description. Encore merci pour ton écoute et n'oublie pas, la science est partout, surtout en toi. Salut!